Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech. Le JTech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine sur 01net TV. Au sommaire cette semaine, on va bien évidemment parler d'Apple. Des nouveautés logicielles et matérielles ont été annoncées à la conférence des développeurs. On fera le point. On fera un focus sur iOS 11, une des grandes nouveautés annoncées. Qu'est-ce qu'ajoute cette version qui sera disponible en septembre? Réponse dans ce JTech. François Sorel s'est mis à la voiture électrique. Il est au volant d'une Renault Zoé. Il nous dira si ça vaut le coup ou pas. Un drone qui se commande sans télécommande, vous verrez ça. Il a fait des émules dans la rédaction. Il s'agit du Spark de DJI. Et enfin, un petit robot très mignon et rigolo. Il s'appelle Cosmo. Le JTech, chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. C'est la saison des grandes conférences développeurs. Après la Google I.O., voici la WWDC d'Apple. 2h30 de conférences où les annonces ont littéralement plu. Des annonces sur du matériel notamment. Et voici HomePod. Voici l'essentiel. HomePod, enceinte connectée pour la maison, enceinte intelligente avec Siri à l'intérieur. On vient d'en parler à l'instant. Donc c'est à la fois une super enceinte audio apparemment, d'après Apple, et en même temps un assistant vocal comme Amazon Echo, comme Google Home, comme plein d'autres, sauf que comme c'est Apple, ils mettent la barre un petit peu plus haut, et c'est un peu plus cher, et pour justifier le prix, il y a la qualité sonore, ou alors c'est l'inverse. Avec un son 3D, 7 tweeters, des basses impressionnantes, et puis surtout une puce A8, c'est-à-dire qu'on a une puce d'un smartphone récent dans l'enceinte pour gérer en fait la 3D, le son 3D, etc. Et puis surtout la reconnaissance vocale qui ne sera pas disponible tout de suite en France, rappelons-le, ce produit HomePod arrivera vraisemblablement en 2018, le temps que Siri soit adapté en français pour cet appareil. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il n'est pas trop cher finalement. On s'attendait à plus. 349 $. Voilà. On verra. On verra en euros ce que ça fera. Hein. Et parmi les annonces de cette WWDC, une nouvelle version d'iOS, iOS 11, sortira en septembre. Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net l'a pris en main, la version bêta pour iPhone. Il vous donne les fonctions les plus intéressantes. La première chose qu'on remarque en installant cette bêta d'iOS 11, c'est qu'Apple a retravaillé l'interface du système. Alors pas de gros bouleversements, mais quelques améliorations, notamment dans les interfaces qui sont beaucoup plus fraîches et dynamiques. Autre nouveauté agréable, c'est le nouveau Control Center d'Apple. Donc du coup, c'est intégralement personnalisable et l'utilisateur pourra donc choisir quel élément il veut activer. Donc là, on a par exemple la possibilité d'enregistrer son écran ou la possibilité de contrôler son Apple TV. Une nouveauté plus étonnante, c'est Apple qui a décidé de fusionner l'écran de verrouillage et le centre de notification. Donc c'est un peu déroutant dans la première utilisation, moi ça se révèle plutôt pratique à l'usage. Donc glisser vers le bas permet donc de révéler l'écran verrouillage de votre iPhone qui comprend vos notifications désormais. Une des fonctionnalités qu'Apple n'a pas encore introduit dans cette bêta, c'est la possibilité de rembourser vos amis par Apple Pay. Donc en fait, c'est une fonctionnalité toute bête. Si un ami vous demande par message, par exemple, de lui rembourser 10 €, eh bien en un bouton, vous pourrez lui rembourser cette somme directement sur son compte en banque. Donc c'est une fonction qui devrait arriver en septembre puisqu'Apple veut réellement concurrencer PayPal avec cette Apple Pay entre amis. Apple a également redessiné la fonction App Store des messages. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, il y a une barre défilante en bas de l'écran qui permet de sélectionner les applications pour envoyer des autocollants ou pour lancer des jeux entre amis. C'est beaucoup plus agréable que l'ancienne interface qui était plutôt lourde et pas facile d'utilisation. Donc c'est une amélioration qu'on apprécie. Autre nouveauté qui ravira les développeurs, Apple a complètement redessiné l'App Store, donc c'est certainement la plus grosse évolution depuis l'arrivée du marché d'Apple en 2008. Donc du coup, dans ce nouvel App Store, le premier onglet est une sorte de magazine où des éditeurs d'Apple donneront des avis sur des applications et donneront des conseils pour améliorer votre utilisation. Par exemple, 5 conseils ou 5 applications pour prendre des meilleures photos. Donc c'est une catégorie très intéressante qui pour l'instant est encore un peu vide au stade de bêta, mais qui devrait permettre une vraie amélioration dans la vie des utilisateurs. Et puis tous les designs de chaque page d'application ont été redessinés. Dernière nouveauté pour le clavier, c'est le mode une main pour les personnes pour lesquelles un iPhone 7 Plus est par exemple trop grand. Le clavier peut se déplacer sur la droite ou sur la gauche, ce qui devrait faciliter son utilisation. Tout autre chose à présent, les véhicules électriques, on le sait, c'est l'avenir. En France, le marché commence à bouger timidement. Il existe certains freins à l'achat. Mais François Sorel s'est laissé tenter par la Zoé de Renault. L'expérience est-elle concluante? Réponse tout de suite.
Et bienvenue donc dans la nouvelle Zoé électrique. Et oui, puisque en fait la Zoé a évolué, ce nouveau modèle est sorti en janvier dernier et a une particularité qui m'a fait craquer en fait pour ce véhicule, c'est que on arrive à avoir 300 km d'autonomie réelle avec ce véhicule, ce qui n'était pas le cas avec le précédent modèle. Donc, alors évidemment, on n'est pas dans une berline allemande en termes de finition, mais malgré tout, c'est une voiture plutôt bien, on va dire, finie, avec un design rigolo. C'est une voiture rigolote en fait, la Zoé, qui est vraiment faite pour en fait des trajets urbains. Hein. C'est vraiment un véhicule pour rouler en ville. Alors évidemment, un véhicule électrique, c'est pas fait pour tout le monde. Si par exemple vous faites de l'autoroute et plusieurs centaines de kilomètres par jour, laissez tomber, c'est pas fait pour ça. En revanche, si vous faites énormément de trajets en ville, des trajets, on va dire, réguliers et pas trop importants, hein, et bien là, la Zoé vraiment tire son épingle du jeu parce que déjà, vous allez faire des économies. Hein, c'est une voiture qui n'est pas très chère, d'autant que vous bénéficiez aussi d'une aide de l'État de 6 000 € hein, au moment où on tourne cette vidéo. Et Renault même vous donne une aide pour installer une borne électrique dans votre parking, si vous êtes par exemple dans un pavillon ou si vous avez l'autorisation d'en installer une par exemple dans le parking souterrain de votre immeuble. Alors comme on est super hyper geek ici à 01net TV, la première chose qu'on regarde dans une nouvelle voiture, qu'elle soit électrique ou non, eh bien c'est le système de navigation. Concernant celui de la Zoé, c'est un peu mitigé. Alors certes il est connecté non pas en 4G, non pas en 3G, mais en 2G. Donc, ça ne va pas très vite, on est d'accord. Ça permet quand même de faire quelque chose. Via une appli que vous téléchargez sur Android ou sur iPhone, vous pouvez connaître en temps réel le niveau de recharge de votre véhicule, s'il est en recharge. Vous pouvez aussi mettre en route votre clim ou votre chauffage à distance lorsque la voiture est en recharge. L'hiver, c'est pas mal. Comme ça, quand vous rentrez dans votre voiture le matin, quand il fait très froid dehors, elle est à bonne température. Et l'été, la même chose pour mettre en route la clim. Et donc le problème, c'est que comme ce système est connecté en 2G, ça ne marche pas tout le temps. On est obligé plusieurs fois, parfois de relancer par exemple la clim pour la mettre en route. Mais au bout d'un moment, ça fonctionne. Concernant la connectivité, eh bien, vous avez les données infotrafic de TomTom en temps réel. Donc vous savez où sont les embouteillages, ça marche correctement. C'est peut-être pas aussi bien que Waze, mais ça peut être une alternative sympa. Attention, il faut savoir que à partir du moment où vous acceptez les conditions d'utilisation, eh bien TomTom va utiliser vos trajets de manière anonyme pour analyser le flux routier. Alors le système de navigation, on va dire l'ergonomie du système n'est pas géniale. Même si c'est un écran capacitif, il y a de la latence, hein, ça lag un peu. Bon voilà, c'est pas génial et puis surtout on est obligé d'appuyer 3 fois pour passer de la radio au Bluetooth, sauf si on passe par la télécommande du volant. C'est un drone qui avait suscité notre curiosité à la rédaction de 01net, un drone qui peut se contrôler sans télécommande par des gestes, des mains. David Noguera, vous imaginez bien, s'est jeté dessus, il a fait l'expérience. Bon, ce jour-là, il y avait des petits soucis avec la météo, mais il a pu quand même se faire un avis. Regardez. Il est là, regardez, c'est le petit drone qui fait l'actualité en ce moment. Il s'agit du DJI Spark. On vous l'a rapidement présenté sur 01net la semaine dernière. C'est parti pour le test complet. La particularité du Spark, c'est de proposer des fonctions de vol dites pour les nuls. Comment ça fonctionne? D'abord, il faut tout simplement connecter le drone en Wi-Fi avec son smartphone ou sa tablette iOS ou Android. Pour activer les fonctions automatiques, il suffit d'appliquer une double pression rapide sur le bouton ici qui est à l'arrière, de le tenir à bout de bras. Voilà. Là, le drone se lance dans une phase de reconnaissance. Vous l'avez peut-être entendu biper. Et hop, regardez, il démarre. Je n'ai plus qu'à le lâcher. Et ensuite, il va venir se positionner en face de moi. Regardez, une fois qu'il m'a reconnu, je n'ai plus qu'à positionner mon bras et je peux lui demander d'aller plus haut, plus bas, à droite, hop, ou encore à gauche. Et parmi les autres fonctions donc de reconnaissance de mouvement, lorsque je tends mon bras, il me reconnaît. Là ici, on le voit. Si j'enlève mon bras, les LED s'éteignent et ensuite, je peux tout simplement lui faire au revoir et le drone s'en va pour me prendre en photo. Et voilà, alors là, il tente tant bien que mal de se stabiliser parce que c'est un petit peu la tempête en ce moment. C'est un peu n'importe quoi. Alors c'est bien, ça nous permet de tester ce Spark. On voit qu'il gère assez bien. Regardez, il tremble, mais il gère son affaire.
Et alors normalement, pour le rappeler, là, s'il ne m'a pas perdu, parce que ça s'ouvre vraiment fort, je n'ai plus qu'à faire un mouvement de Y avec les bras. Là, effectivement, il m'a perdu. Ouais, là, il m'a perdu, là. Ah, c'est... Il va falloir que je reprenne le contrôle avec la tablette parce que là, il m'a perdu. On est vraiment arrivé dans une phase où, effectivement, le vent l'a complètement chagriné. Non, là, il ne me voit pas. Et en plus, il commence à pleuvoir. C'est magnifique. Alors voilà, ça pleut très fort, on s'est abrité un petit peu sous les arbres. Mais le DJI Spark, on l'avait testé lors de la présentation du produit. Et regardez donc comment ça fonctionne. Comme je le disais, les fonctions automatiques s'activent en se positionnant face au drone. Ensuite, un petit signe de la main permet au drone de nous reconnaître. On n'a ensuite plus qu'à aller à droite pour faire voler le drone face à notre main, à gauche, monter, descendre, etc. Et lorsqu'on fait donc ce fameux signe de coucou, le drone s'éloigne à 3 mètres de nous pour prendre un drone, une photo, puis revient vers nous avec ce fameux mouvement en faisant un Y des bras. On l'a testé, vraiment, ça fonctionne bien, c'est très intuitif. Et on termine ce JTech avec un tout petit robot super mignon, un petit robot de compagnie en réalité. C'est François Sorel qui est allé à sa rencontre, il nous le présente tout de suite. Cosmo, c'est fabriqué par une start-up qui est à San Francisco, qui s'appelle Enki, et qui fabrique donc plein de petits jouets super cool. Mais c'est pas que des jouets, ce petit robot est hyper intelligent. Regardez par exemple ce qu'il peut faire. Il peut déjà me reconnaître. Et après, on peut jouer avec lui. Et on peut lui faire, grâce aux petits cubes qui sont livrés avec Cosmo, plein de petits jeux sympas. Comme par exemple essayer d'attraper le petit cube avant lui. Voilà, il est assez rapide, mais bon, j'ai gagné. Il y a plein d'autres petits jeux comme ça. Alors en fait, derrière ce petit appareil se cache énormément de technologie, les amis. Accéléromètre, caméra VGA, gyroscope, il y a même un petit radar parce que si il détecte qu'il y a un obstacle ou carrément le vide, eh bien il va s'arrêter. Il y a 3 processeurs à l'intérieur. Il a une intelligence vraiment assez intéressante, c'est véritablement l'intelligence artificielle qui est à la fois dans cet appareil mais aussi dans l'app du smartphone, parce que pour qu'il fonctionne, il faut avoir un smartphone sous iOS ou Android ou une tablette. Et c'est ainsi que se termine ce JTech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous savez que vous pouvez retrouver l'intégralité de tous les sujets sur 01nettv.com. Et puis vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.